Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour chers audacieux, j'espère que vous allez bien et que vous avez votre type ou votre schéma de design humain avec la charte graphique. Et sinon, je vous invite à aller cliquer sous la description du podcast pour en voir une de façon à ce que vous puissiez suivre les explications d'Aline. Et sinon, j'espère que vous êtes prêts à écouter Aline, notre invitée du jour, pour en savoir plus sur chacun de ces 4 types. Et bien sûr, comme toujours, avant, installez-vous confortablement. Éventuellement, prenez un crayon et un cahier. Ou sinon, vous pouvez simplement écouter Aline et vous laisser bercer par ce que vous allez découvrir sur votre schéma, sur votre type. De toute façon, vous pourrez réécouter cet épisode autant de fois que vous voulez, voire même vous pourrez le lire dans quelques semaines quand j'aurai fini la retranscription sur mon site web. Donc, c'est parti. Bonjour Aline. Bonjour Sophie. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler un peu plus en détail de ces schémas type du design humain et peut-être aussi avec la charte graphique, nous en dire un peu plus sur tout ce qui est représenté dans notre schéma. Alors le schéma, de prime abord, quand on le télécharge, il peut sembler un petit peu compliqué, on comprend pas grand-chose. Souvent, le schéma, il est accompagné de quelques termes, en fait, qui donnent les premières infos importantes. Donc en général, la première chose qu'on regarde, c'est le type de la personne. Donc comme on l'a dit dans l'épisode précédent, on peut être manifesteur, générateur ou générateur manifesteur, projecteur ou réflecteur. Donc peut-être qu'on pourra parler un petit peu plus en détail de ces types, un peu plus tard dans le podcast. Ensuite, il y a une deuxième information qui est vraiment importante, c'est ce qu'on appelle l'autorité en design humain. Donc il y en a, quelques-unes, les plus courantes, c'est l'autorité sacrale, l'autorité émotionnelle, l'autorité splénique, puis après il y a des autorités un petit peu plus spécifiques et plus rares, on va dire. Et donc l'autorité, c'est vraiment, notre boussole intérieure qui nous explique comment on peut prendre des décisions justes, des décisions alignées avec notre être, pour vraiment être sûr de se diriger dans la bonne direction, de mettre notre énergie au bon endroit et cetera. Donc ça, peut-être qu'on va pas rentrer en détail dans ce podcast, on n'aura pas le temps de détailler toutes ces autorités, mais si ça Complètement. intéresse les auditrices, en fait, j'ai un livret sur ce sujet qui est téléchargeable sur mon site. Elles sont les bienvenues pour aller, découvrir ce sujet-là. Et puis ensuite, en général, ce qu'on regarde aussi, c'est ce qu'on appelle le profil. Alors, il est sous forme de 2 chiffres. Donc, par exemple, mon profil, c'est 2, 4, 2 slash 4. Et le tien, si je ne me trompe pas, c'est 5 slash 1. Complètement. Donc, c'est sous cette forme. Et ça, c'est davantage une sorte de coloration psychologique ou de coloration de personnalité qui va donner une couleur particulière, en fait, à la manifestation de toutes sortes d'autres aspects du schéma. Et puis ensuite, quand on regarde le schéma visuellement, on voit qu'il y a 9 formes géométriques, en fait, dans ce schéma, qui sont 9 centres énergétiques. Alors c'est un petit peu comme, les chakras dans le système hindou que probablement, beaucoup connaissent. Et dans le design humain, simplement, il y en a 2 supplémentaires. Donc au lieu d'en avoir 7 comme dans les chakras, il y en a 9. Et donc, quand on va, étudier un schéma de design humain, on va regarder chacun de ces centres énergétiques. Et quand on regarde un schéma, il y en a certains qui sont colorés et certains qui sont blancs. Donc les centres colorés, c'est ce qu'on appelle des centres définis. Et en fait, c'est des lieux où la personne va vraiment produire l'énergie de ce centre de manière intrinsèque. C'est son être qui produit cette énergie en mode un petit peu émetteur. C'est-à-dire qu'on va émettre cette énergie vers l'extérieur, on va influencer les autres avec cette énergie. Et c'est une énergie qu'on a stable et
on va dire, ferme en nous comme ça et sur laquelle on peut s'appuyer. Contrairement aux centres qui sont blancs dans le schéma, donc on va appeler non définis, où là, c'est des centres qui vont être davantage en mode récepteur, c'est-à-dire qu'on va pas produire notre propre énergie de manière intrinsèque à ce niveau-là, mais on va absorber et amplifier l'énergie extérieure, donc l'énergie en général des autres personnes qui sont autour de nous et qui ont, le centre correspondant défini. Donc on peut imaginer qu'à travers ces centres énergétiques, il y a vraiment un échange d'énergie, comme ça on va offrir une partie de notre énergie aux autres et puis on va absorber une partie de l'énergie des autres et il y a une sorte d'aller et venue comme ça d'énergie avec laquelle on s'inter-influence pour le bien ou pour le moins bien et justement tout l'art du design humain, c'est d'aller regarder qu'est-ce qu'on fait avec cette influence énergétique qu'on reçoit des autres? Est-ce qu'on l'utilise pour notre bien ou est-ce qu'on se laisse conditionner? Et est-ce que ça va devenir des pressions qui nous poussent, un petit peu en dehors de notre propre chemin? Là, de nouveau, on va peut-être pas avoir le temps de rentrer dans les détails de ces 9 centres, mais c'est quelque chose qu'on peut aller étudier et puis qui est intéressant pour vraiment comprendre comment est-ce qu'on est en interaction avec le monde. Et puis après, on peut voir qu'il y a plein de canaux et de petits chiffres comme ça entre ces centres et dans ces centres. C'est ce qu'on appelle des canaux et des portes. Et là, ça va encore détailler, on va dire, la manière dont l'énergie de chaque centre se manifeste. Comment est-ce qu'on va vivre l'énergie d'un centre en fonction des portes qu'on appelle activées, en fait, dans chaque centre, et puis des canaux qui vont être activés aussi entre les centres. Et on les voit parce qu'ils sont colorés en rouge ou en noir, souvent dans les schémas. Donc voilà, ça c'est un petit peu les aspects principaux qu'on va aller étudier dans un schéma. Puis ensuite, il y a encore toutes sortes d'autres couches qu'on peut aller, analyser, mais, ça devient assez complexe, donc c'est vraiment pour ceux qui ont envie de creuser le sujet en grand détail, on va dire. Donc, voilà un petit peu les différents niveaux de lecture. Et oui, et comme c'est un podcast, c'est un peu l'inconvénient. C'est très bien pour écouter et découvrir des choses. Par contre, quand il y a du visuel, c'est un peu plus compliqué pour effectivement expliquer et être sûr que tout le monde arrive à suivre et à regarder le schéma au bon endroit. Donc, justement, c'est très bien. Comme tu as un blog et plein d'informations, et même dans ta newsletter, les auditrices et les audacieuses pourront aller voir pour en savoir plus. En fait, j'aime bien dire que ce que le design humain nous propose, c'est vraiment la compréhension des échanges entre les personnes comme une sorte de mécanique qui a rien de personnel, en fait. C'est vraiment de mécanique entre les gens qui fonctionne un peu malgré nous et l'idée, c'est de mettre de la conscience sur ces mécanismes et d'arriver à les utiliser à bon Mm. escient et de pas en être victime, en fait, c'est simplement ça. C'est juste de comprendre les échanges énergétique et de comprendre que c'est pas un truc personnel et que parfois, bah, par exemple, ça matche pas énergétiquement avec quelqu'un ou alors ça matche très bien et qu'il y a rien de personnel, c'est juste qu'on n'est pas fait pour bien fonctionner avec tout le monde et quand on comprend ça, ben, on peut mettre de la conscience sur pourquoi est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas, comment est-ce qu'on peut améliorer le fonctionnement si c'est possible ou pas et comment est-ce qu'on peut ne pas être victime de tous ces échanges énergétiques, en mettant de la conscience et de la compréhension dessus. Complètement d'accord. Merci beaucoup pour ces précisions, Aline. Tu as su mieux le dire que moi. C'est intéressant d'avoir une vraie experte qui sait bien synthétiser plutôt que moi qui vais partir. Ça, c'est mon côté manifesteur, générateur, un peu dans, dans tous les sens. Donc justement, profitons-en. Est-ce que tu aurais quelques informations supplémentaires à nous donner sur les 4 types ou éventuellement sur 2 types qu'on prend pour pouvoir voilà, donner un peu plus d'informations à nos auditrices pour qu'elles puissent mieux se rendre compte concrètement en quoi ça va les aider éventuellement dans leur quotidien et qu'en même temps, ces profils, ce n'est pas une case, c'est aussi quelque chose qui est là juste pour nous aider. Comme tu le disais, c'est pour avoir conscience de nos schémas et éventuellement de pourquoi ça coince et de mieux comprendre pourquoi ça coince, mais en aucun cas de dire bah, t'es comme ça, donc rien à faire et il va falloir faire avec. Absolument et en fait, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que moi, j'insiste beaucoup sur le fait que, pour moi, le design humain, c'est pas un dogme, c'est pas un truc qui nous dit: «Tu es comme ça, du coup, tu es condamné à fonctionner comme ça» ou «Tu es obligé de fonctionner comme ça» ou, comme tu disais, c'est pas une étiquette qui doit nous limiter. En fait, je pense que parfois, c'est utile de se poser des étiquettes pour se comprendre, mais ces étiquettes, elles doivent pas nous limiter. Du moment qu'elles deviennent une limitation, par exemple, moi, si je me disais: «Ah, bah, parce que je suis projecteur, ça veut dire que je suis pas capable de ceci ou cela». Là, ça devient une limitation et pour moi, c'est la mauvaise manière d'utiliser le design humain. Tandis que si c'est une étiquette qui me permet de mieux me comprendre et de davantage m'épanouir, alors là, c'est une bonne utilisation.
Donc, effectivement, je peux donner quelques mots sur chacun des types. Notamment, en fait, chacun des types a ce qu'on appelle en design humain une stratégie et cette stratégie, c'est vraiment une sorte de conseil de fonctionnement pour optimiser, l'alignement de la personne, la manière dont la personne va investir son énergie et puis, le fait d'avoir peut-être un chemin de vie qui déroule davantage, qui est plus fluide et qui est plus facile. Donc si on prend d'abord les manifesteurs, donc comme je l'ai dit dans le premier épisode, les manifesteurs, c'est vraiment des personnes qui ont une énergie, créative, qui vont avoir, un rôle d'initiateur des choses dans le monde, qui vont être les personnes qui vont mettre, dans le monde de nouvelles choses et il faut se dire que c'est une énergie qui est très indépendantes, libres, c'est des personnes qui aiment faire les choses comme elles veulent, à leur manière, quand elles veulent, un petit peu en mode électron libre comme ça et c'est une énergie qui est pas forcément toujours bien reçue par l'extérieur. Parce que justement, consciemment ou non, ça peut faire un peu peur aux autres, cette énergie tellement libre, tellement indépendante, qui fait comme elle veut et cetera. En fait, c'est un peu, ironique parce qu'on encourage les gens à fonctionner comme ça, mais quand ils fonctionnent vraiment comme ça parce que c'est leur type, en général, on vient leur mettre des bâtons dans les roues. Donc les manifesteurs, il faut se dire que pour eux, c'est vraiment juste et bien de fonctionner comme ça, de faire les choses comme ils en ont envie et d'initier les choses selon ce qui leur vient, en fait, selon peut-être les idées ou les inspirations qui leur viennent. Simplement, la stratégie du manifesteur, c'est d'informer avant d'agir. Parce qu'en informant les autres, ça permet que les autres puissent être au courant de ce qui se passe et justement être plus confortables avec cette énergie indépendante et libre qui fait les choses comme elle veut, de respecter ce besoin-là et cette énergie et de pas mettre des bâtons dans les roues des manifesteurs. Donc en fait, informer, alors c'est quelque chose qui est souvent très désagréable pour les manifesteurs, ils ont pas du tout envie, ils ont l'impression que ça les freine, que c'est une étape qui sert à rien, mais en réalité, c'est la condition pour qu'ils puissent vraiment exprimer leur énergie de manière fluide et sans avoir rencontré d'obstacles ou sans que les autres leur mettent des bâtons dans les roues. Donc voilà un petit conseil pour les manifesteurs, informez les autres et puis votre chemin il sera bien plus facile. On vous laissera en paix bien davantage pour que vous puissiez faire les choses à votre manière que si vous n'informez pas. Donc ça, c'est voilà, peut-être un petit conseil pour les manifesteurs. Ensuite, on a, les générateurs. Alors comme je disais dans le premier épisode, les générateurs, ils vont vraiment être les personnes qui ont, la force vitale et l'endurance pour construire les choses dans le monde. C'est un petit peu les travailleurs du monde, en fait et comme c'est, 70 de la population, bah, voilà, c'est une force, c'est la force qui permet au monde d'évoluer, c'est grâce à eux que le monde est ce qu'il est maintenant et souvent, c'est ceux qui vont peut-être se saisir des idées et des initiatives des manifesteurs pour les mener à bien parce qu'eux ont l'énergie endurante de le faire. Par contre, cette énergie endurante, c'est l'énergie du centre qu'on appelle sacral dans le design humain, qui est, un centre carré un peu au niveau du ventre, comme ça, au centre en bas du schéma au niveau du ventre et quand ce centre est défini, il peut manifester cette énergie endurante sacrale à une seule condition, c'est que la personne investisse cette énergie au bon endroit et au bon moment. Et comment est-ce que le générateur sait que c'est le cas? C'est en suivant ce que le design humain appelle sa réponse sacrale. Et pour le dire très brièvement, c'est simplement laisser tomber le mental, faire taire le mental et écouter le corps. Et en fait, le corps sait quelle est la bonne direction et quelle est la bonne manière d'investir l'énergie de la personne. Donc, une réponse sacrale positive, ça va être une vibration positive, une excitation ou un grand oui intérieur, comme ça, les tripes qui disent oui. Et puis, au contraire, un non sacral, ça va être une sensation de repli, de refermement, comme ça, de contraction intérieure, de grand non. Et donc chaque générateur doit un petit peu identifier comment est-ce que cette réponse sacrale se manifeste pour lui ou pour elle, mais suivre les oui du centre sacral, c'est vraiment la garantie que cette énergie peut se déployer, s'épanouir, que c'est la bonne direction et il faut aussi que je dise que ce centre sacral, il répond à des questions fermées en oui ou non. Si je dis à quelqu'un, si je te dis à toi qui es générateur manifesteur: Complètement. Sophie, qu'est-ce que tu as envie de faire ce soir après cet enregistrement de podcast? Question auquel ton centre sacral peut répondre parce que c'est trop vaste. Par contre, si je te dis: Sophie, est-ce qu'après ce podcast, tu vas aller te promener? Ben là, tu peux me dire oui ou non si tu as envie de ça ou pas parce que ton sacral peut répondre en oui ou non. Donc pour les générateurs, c'est vraiment suivre les oui du sacral parce que ça leur garantit qu'ils vont dans la direction de leur joie, de leur satisfaction personnelle, le bon investissement de leur énergie et c'est comme ça que les personnes peuvent s'épanouir en tant que générateurs et puis
travailler dur, mais à quelque chose qui les met en joie. Ça, c'est très important. Les générateurs, ils peuvent vraiment faire énormément, être très endurants, mais il faut que ce soit dans la joie. Et en tant que générateur manifesteur comme toi, Mmh, en fait, c'est un peu la combinaison de générateur et de manifesteur. Donc, il y complètement. a à la fois cette réponse sacrale, donc la stratégie du générateur, c'est de répondre avec son sacral aux signes de la vie, à tout ce que la vie lui présente. Et donc, toi, tu vas avoir à la fois cette réponse sacrale, mais aussi le fait d'informer avant. Donc, tu vas répondre positivement avec ton sacral à quelque chose qui se présente à toi. Tu vas dire, OK, c'est la bonne direction, mais comme tu es générateur manifesteur aussi, tu vas informer les autres avant d'agir comme le ferait un manifesteur. Donc là, il y a un petit peu une double stratégie, on va dire. Sauf que maintenant, je fais beaucoup plus d'informer les autres parce que ça a été mon gros problème pendant très longtemps, jusqu'à ce que je découvre le design humain, où j'avais effectivement ce sacral, mais que je prenais pas bien en compte parce que j'étais déconnectée avec mon corps. Donc pour quelqu'un déconnecté avec son corps, ben forcément, il y avait des fois, c'était tellement puissant que je me disais, non, là, j'en ai vraiment envie, donc j'y vais. Il y a des fois où ben, j'étais pas très sûre et comme j'écoutais pas bien mon corps, mais plus mon mental, ça m'a emmené des fois sur des choses où ça vibrait pas aussi fort que d'autres. Et effectivement, informer les autres, ça a été un peu mon point faible où, comme tu le dis, quand on le sait, ça paraît évident pour pas être embêté, pour que les gens nous suivent, pour qu'ils puissent comprendre que bah non, on a légèrement changé, ou en tout cas pour nous, ça nous paraît un léger changement. Mais je l'ai encore vu il y a un peu plus d'un an quand j'ai changé en 24 heures quelque chose, j'ai perdu deux, trois personnes en me disant ah, mais on ne sait plus, mais c'était pas tout à fait ça que tu nous avais dit il y a moins de 24 heures. Bah oui, j'ai légèrement modifié et voilà, j'avais pas bien informé ou comme ça avait été rapide, j'ai bien informé après, mais j'ai pas eu le temps entre les 24 heures de prévenir et c'est vrai que ça, c'est un gros piège pour nous les manifestants générateurs. Exactement. Donc voilà, ça c'est pour les générateurs, comme tu le dis bien, peut-être les obstacles principaux, ça va être d'être déconnecté du corps et de Mm. pas d'avoir perdu le lien avec cette réponse sacrale. Ça, c'est un point qu'il faut vraiment travailler chez les générateurs parce que souvent c'est le cas. Et puis, ensuite, voilà, de s'autoriser à suivre en fait cette réponse sacrale qui indique ce qui est bon pour toi en fait. Pas forcément pour les autres, mais pour toi. Et ensuite, si tu suis ce qui est bon pour toi, ton énergie va être tellement chaleureuse, nourrissante et elle va rayonner sur les autres et du coup, c'est aussi bon pour les autres. Donc c'est peut-être une énergie un peu qui peut sembler un peu égoïste pour les générateurs Mm. manifesteurs et les générateurs, mais en réalité, ça l'est pas du tout parce que c'est une énergie qui va rayonner et nourrir les autres en retour. Donc ça, c'était pour, les générateurs manifesteurs. Mais après, on peut parler des projecteurs. Donc les projecteurs, c'est les personnes qui ont vraiment un rôle de guide. Alors il faut imaginer que tout ce que je vous décris par rapport à ces types, c'est aussi une question d'aura énergétique. C'est-à-dire que le fonctionnement du type est tout à fait défini par, le type d'aura et chaque type a une aura différente et on peut imaginer que les projecteurs, ils ont vraiment une aura comme un projecteur justement qui va, se focaliser comme un laser sur la personne qui est en face d'eux et un projecteur peut vraiment lire et voir et comprendre la personne qui est en face de lui et c'est de cette manière qu'il peut ensuite guider, l'énergie de la personne. Alors l'histoire, c'est que, cette manière de voir l'autre du projecteur, elle est pas toujours la bienvenue. Ça peut être un petit peu intrusif, on pourrait dire, pour quelqu'un, qui est en face du projecteur et donc le projecteur, ce qu'il doit faire, c'est s'assurer que son énergie la bienvenue et sa stratégie, c'est, d'attendre d'être reconnu et d'être invité. Dans le sens où si une personne imaginons que comme moi je suis projecteur, c'est je peux illustrer ça. Par exemple, toi Sophie, avant de m'inviter à, par exemple à participer à ce podcast ou à t'offrir ton accompagnement en design humain, tu as d'abord été voir qui j'étais, tu m'as «reconnue» entre guillemets, ça veut dire que tu as vu les qualités, mon être et tu t'es dit: «OK, oui, cette personne me convient» et puis ensuite donc ça c'est le projecteur qui est reconnu par l'autre personne et ensuite, la personne peut inviter le projecteur à offrir sa guidance et typiquement, ce serait voilà, ensuite tu es venu vers moi en me disant: voilà, j'ai envie de faire un accompagnement en design humain avec toi» ou alors: «J'ai envie que tu participes à mon podcast» et cetera. Donc le projecteur, il doit vraiment son rôle en fait, c'est de montrer qui il est pour que ceux qui sont faits pour lui le reconnaissent et l'invitent. Alors, en tant que projecteur, on n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont, d'une part, ne pas nous voir ou alors ne pas nous reconnaître ou pour qui on sera totalement, transparent. Mais les bonnes personnes vont nous voir, nous reconnaître et nous inviter pour autant qu'on se montre. Donc le projecteur, il doit vraiment
Il doit pas rester dans Mmh. son coin en se cachant, il doit, montrer qui il est. Alors, évidemment, on n'est pas obligé de montrer tout ce qu'on est à tout le monde, mais on choisit ce qu'on montre, mais il y a une question comme ça de visibilité pour pouvoir être reconnu et invité et à ce moment-là, le projecteur peut vraiment jouer son rôle de guide et puis offrir tout ce qu'il a à offrir aux personnes qui le reconnaissent. Donc ça, c'est très important, sachant que les projecteurs et les manifesteurs également et les réflecteurs aussi dont je vais parler maintenant, c'est des personnes qui ont pas le centre sacral défini dont je parlais avec les générateurs et donc qui ont une énergie beaucoup moins endurante, beaucoup moins stable, qui ont besoin de beaucoup plus de repos que les générateurs et donc pour ces 3 types, il y a vraiment une question aussi de prendre soin de son énergie, de se respecter, de se reposer suffisamment et c'est difficile parce que c'est 30 de la population face à une grande majorité de générateurs et du coup, en tant que projecteur, je peux en témoigner, en fait, on est dans un monde qui va trop vite et est trop demandant en termes de productivité, par exemple, pour nos types qui sont, sans le sacral défini. Donc ça demande de faire particulièrement, attention à notre énergie et puis de prendre particulièrement soin de notre énergie et de se reposer. Et puis finalement, on a les réflecteurs. Alors ça, il y en a peut-être dans ton audience, je sais pas, mais comme c'est 1 de la population, c'est assez rare et c'est des personnes, comme je disais dans le premier épisode, qui ont un rôle de miroir, en fait, qui permettent qui sont là pour faire une sorte de diagnostic de la santé de ce qui se trouve autour d'eux, de l'environnement, des gens pour, permettre une amélioration, en fait, de ce qui va pas. Et c'est des personnes qui vont être particulièrement sensibles, en fait, à la qualité de ce qui les entoure, qualité des gens, qualité de l'environnement et donc c'est des personnes qui vont avoir vraiment besoin de prendre soin d'elles-mêmes, d'avoir beaucoup de temps seules, de trouver des lieux où elles se sentent bien, où elles comme un petit cocon, où elles peuvent se régénérer un peu, en dehors du monde comme ça, pour pouvoir jouer leur rôle pleinement quand elles sont dans le monde et puis ne pas s'imposer non plus de rester trop dans des environnements ou avec des gens lesquels elles se sentent pas à l'aise tout simplement. Et puis, la stratégie du réflecteur en fait, c'est d'attendre, un cycle lunaire complet, donc à peu près 28 jours, avant de prendre des grandes décisions et d'investir leur énergie dans quelque chose. Alors je ne vais pas rentrer en détail ici dans le Oui, oui. pourquoi, parce que ce serait trop complexe, mais c'est des personnes qui ont vraiment besoin de temps parce que pendant tout ce cycle lunaire, elles vont parcourir toutes sortes d'énergies et leur être va, varier énormément et elles ont besoin de se sentir dans toute cette diversité pour pouvoir prendre une bonne décision. Donc voilà un petit peu un panorama de ces différents types et puis, évidemment, on peut en dire beaucoup plus, mais ça donne déjà si on comprend un petit peu la stratégie de notre type, c'est quelque chose qui nous aide déjà Je te énormément. remercie. Effectivement, c'est déjà très complet. Je pense que ça va donner beaucoup d'informations et justement, après, à chacune d'aller voir et chercher d'autres informations complémentaires parce qu'effectivement, d'où les accompagnements et des formations qui durent plusieurs jours. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Avant de conclure, est-ce que tu aurais d'autres choses à nous partager? Et sinon, est-ce qu'il y a des formations? Et je sais si tu peux nous parler aussi de quelques mots sur les couples et les enfants, parce que le design humain, ça peut être aussi utile dans nos relations avec les enfants et dans notre couple. Tout à fait. Alors évidemment, on peut faire une analyse d'un schéma de design humain individuel pour une personne. Donc là, moi j'ai une approche, soit une approche essentielle, soit une approche très détaillée, dans le sens où je pense qu'il y a des personnes qui veulent juste les informations de base pour mieux se comprendre et donc j'ai une offre très essentielle pour les personnes qui ont juste besoin de ça et puis j'ai une offre vraiment pour, les personnes qui veulent rentrer en profondeur dans leur design humain et puis c'est quelque chose sur, plusieurs mois comme ça en 3 étapes où on creuse vraiment un petit peu tous les aspects dont j'ai parlé au début, de ce podcast. Mais on peut aussi, en fait, faire la somme des 2 schémas individuels de 2 personnes, ce qu'on appelle un schéma composite, pour aller étudier, en fait, la sorte de troisième entité qui, se manifeste quand 2 personnes sont dans l'aura l'une de l'autre, d'une certaine manière. Donc, par exemple, dans un couple, c'est sûr qu'on peut aller faire le schéma composite du couple en superposant les 2 schémas des 2 personnes et vraiment aller regarder les échanges énergétiques, la manière dont les gens se complètent ou alors au contraire sont similaires ou différents, les harmonies, les résonances et les dissonances qu'il y a dans l'énergie des personnes. Et puis, c'est faisable en fait avec n'importe quelle paire de personnes. Donc ça peut être un parent et son enfant, ça peut être 2 collègues de travail, ça peut être vraiment n'importe quelle relation. On peut aller l'étudier de ce point de vue-là, en fait, en faisant un schéma composite et en allant regarder, les interactions énergétiques comme ça entre les 2 personnes. Donc ça, c'est très utile effectivement dans les familles pour qu'un parent comprenne mieux son interaction avec son enfant ou alors dans un couple.
Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire en accompagnement, c'est d'aller regarder ça en détail pour comprendre les relations. Super, merci beaucoup pour toutes ces informations que vous retrouverez forcément dans le descriptif où je vous donnerai tous les liens pour aller voir sur le site d'Aline tout ce que ces accompagnements et vous pourrez y faire votre choix et en savoir plus sur tous ces schémas et ces relations. Est-ce que tu aurais encore une information à nous donner ou est-ce que je peux passer à ma dernière question? Tu peux passer à la dernière question. Donc, en tant que bibliothérapeute et moi aussi, j'avais envie de te poser, est-ce que tu aurais un livre que tu aurais envie de partager, conseiller? Alors moi, le livre qui a changé ma vie et que j'aimerais partager, c'est un livre qui s'appelle le livre tibétain de la vie et de la mort. Et en fait, c'est un livre, alors comme son nom l'indique, c'est un livre qui partage la vision tibétaine, en fait, de la vie et de la mort, donc de tout le parcours de vie et la fin de vie et la mort et l'après-mort, en fait. Et évidemment, c'est une approche, selon les Tibétains, donc plutôt bouddhiste, mais je trouve que c'est un livre qui permet à n'importe qui de réfléchir à la vie, à la mort, même si on n'est pas bouddhiste ou qu'on veut pas devenir bouddhiste. Si on a un petit peu de curiosité spirituelle, je trouve que c'est un livre qui apporte beaucoup, beaucoup d'éléments, alors qu'on peut confronter à notre manière de penser ou pas, et puis on peut prendre ce qui nous parle ou pas. Mais moi, c'est un livre qui a absolument changé, ma vie et qui m'a fait prendre un virage drastique dans mon propre chemin personnel. Donc je trouve que c'est un livre, en fait, quand je l'ai lu, alors j'étais jeune, hein, j'avais la petite vingtaine, mais je me suis dit: «Ah, enfin un livre qui répond à toutes les questions que je me suis pas vraiment posées, mais qui étaient en moi», parce que à l'époque, j'étais pas quelqu'un qui se posait beaucoup de questions, mais en réalité, j'avais l'impression de trouver toutes les réponses aux questions existentielles qu'on pourrait avoir et sur justement la vie, la mort, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, et cetera. Donc voilà, moi, c'est un livre qui a vraiment changé ma vie et donc je suis heureuse de le partager s'il peut, parler à d'autres personnes. Ben, merci beaucoup Aline pour ce partage très personnel et je t'en remercie de nous avoir fait découvrir un livre et comme je dis toujours en bibliothérapie, il n'y a aucune obligation, c'est une simple suggestion et à chacun d'y puiser et d'y trouver ce qu'il aura besoin dans ce livre. Donc merci beaucoup encore Aline, j'ai été ravie de te revoir, de pouvoir effectivement faire reconnaître ton expertise et faire découvrir à mes auditrices et à mes audacieuses ce que c'était le design humain. Et vraiment, merci beaucoup pour toutes ces informations complémentaires sur ces 2 épisodes. Et mes chères auditrices, je vous invite à aller regarder de plus près tout ça avec tout ce qu'il y aura dans les informations du descriptif. Merci Aline. Merci beaucoup Sophie pour, ton invitation, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Et comme toujours, prenez soin de vous d'ici là. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.